Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire une géopolitique un peu plus particulière concernant le, d'abord cette visite de François Hollande, président de la République française ici au Maroc, c'est-à-dire ce jour du 3 avril 2013, paraît-il jusqu'au 4 avril 2013. Il est 6h20, 6h20 du matin. Et jusqu'à hier, on ne savait pas exactement ce qui se tramait. Mais comme disait l'acteur, un monument de l'acteur égyptien Naguib Rehani, أنا برضو لاحظت un calme qui se tramait. Il y a moins de brigades, il y a moins de beaucoup d'autres choses qui nuisaient tout citoyen libre. Alors, tout simplement, il s'agit de cette visite pour donner une bonne impression. C'est comme si le politique, la société française n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est ce qu'on appelle, d'une façon un peu abrégée, c'est l'autruche qui essaie de se cacher. Voilà. Alors, bien entendu, l'expérience montre que ce n'était pas vrai, mais c'est un dicton qui se dit ainsi, hein, ou c'est un secret comme on dit de Polichinelle. Alors, et puis c'était grâce aussi qu'on peut rendre à cette justice qui a été vue, c'est-à-dire à travers une presse, on a vu que on s'est rendu compte qu'il y a une visite qui est en train de se faire et qui va se faire aujourd'hui principalement. Alors, je veux aussi attirer votre attention parce que pour les gens qui essaient de me suivre ici, et que durant maintenant plus d'un mois que je n'ai pas pu faire un autre posting YouTube pour une raison simple et que la définition d'autrefois que je vous ai parlé du Bergeg est toujours valable et ça a été appliqué à moi parce qu'on m'a fait un ensemble de subterfuges pour ne pas y arriver à donner un aperçu de cette façon d'y être. Et donc, je suis un peu stockomato, c'est-à-dire un peu étonné de savoir, c'est-à-dire c'est un entourage, c'est tout un ensemble où on vous montre que, attention, si vous faites ci, vous faites ça. Alors, on ne le dit pas, mais on va essayer de vous créer des problèmes, on va essayer de vous faire peur. Alors, on me fait peur, bien sûr, hein. C'est un ensemble de points. Et puis, d'autant plus, si vous indiquez quelqu'un qui t'a fait de mal, eh bien, cette personne, elle est tout de suite honorée et donner un sens à son action parce qu'il contribue à ce qu'eux, ils font. J'essaierai de régler un peu le volume de Keltoum. Voilà. Car je ne peux pas faire un posting sans écouter la diva Keltoum. Ça, c'est un fait. Et c'est grâce à elle qu'on respecte cette société égyptienne qu'elle ne mérite pas d'y être, car il est divisé en trois parties, j'allais dire. La première partie qui est la crème, c'est-à-dire la crème de cette société qui arrive, et puis qui essaie de s'adapter aux donnes internationales, et régionales bien entendu, autres. Et donc ces personnes sont vraiment voués corps et âme, j'allais dire, à cette méthode juive. Et donc, par voie de conséquence, ils adaptent le comportement et la façon d'y être des juifs dans leur façon de vivre et même dans leur quotidien. Alors, dire que et donc, ce sont des gens qui essayent
d'être un peu à côté, c'est-à-dire, et même pas un peu, c'est même trop. Même hier, j'ai essayé de suivre un petit peu ce qui se passe dans le Parlement égyptien, parce qu'il n'y a que le Sénat, l'Assemblée n'est pas encore là, parce qu'il a été dissous. Et donc le président de la République, Morsi, elle gouverne avec une jambe, hein, c'est-à-dire avec un seul parlement des Sénats. Ce sont des gens qui ont été... Il y a une partie qui a été votée par le peuple et d'autres qui ont été nommés, ainsi de suite. Mais c'est un handicap majeur dans la politique égyptienne. Donc il faut attendre la vraie assemblée pour pouvoir dire est-ce que ce qui est en train de se réveiller, effectivement, est issu de cette présidence, de cette mouvance, ce qu'on appelle islamique, est-ce qu'il l'est? À mon avis, jusqu'à présent, il ne l'est pas, parce que, comme je vous ai dit, ils essaient de s'adapter. Voilà, et donc, ils essayent de s'adapter à un milieu. Donc, par exemple, il fallait, et c'est là où tout le monde les attend, c'est d'annuler les accords de Camp David. En dehors de ça, tout ce qui est en train de se dire pour l'islamique ou autre, donc on revient à ce qu'il avait dit il y a plus de 50 ans, le lieutenant-colonel Nasser, le président Nasser, hein, car il était un militaire, suite à un coup d'État militaire. On parle d'une révolution, mais c'était un coup d'État militaire, et un coup d'État militaire à double sang. Mais enfin, l'objectif était de dire que ce sont des gens qui ne veulent pas, qui veulent faire des choses pour les autres et jamais pour eux, qui n'ont pas d'intérêt général. Dans un des discours à la télévision au bas, par exemple, où Nasser parlait au maître des frères musulmans qui lui disait que toutes les Égyptiens devraient se voiler. Alors il lui avait dit, votre fille qui fait médecine, pourquoi vous ne le faites pas pour votre fille? Et vous le demandez. Enfin, c'est-à-dire ce sont ce genre de comportements qui sont toujours valables. Hein. Et puis d'autant plus, même le discours de Morsi, on sent qu'il y a des choses qui fait sortir de Nasser. Mais ça, pour l'instant, il ne peut être jugé, car le jugement il ne peut être établi qu'une fois l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée égyptienne élue du peuple égyptien, et qui démarre ses travaux. Et là, à partir de là, le jugement peut être valable. À partir de là, si par exemple les accords de Camp David ne sont pas annulés, ça sert à rien. C'est-à-dire ils sont là pour le pouvoir, ni plus ni moins. Alors aucune autre chose, aucun autre prétexte ne serait valable. Hein, qui est pour la structure ou pour la construction, ou pour l'économie du pays ou pour quoi que ce soit. D'ailleurs, les Égyptiens, il faut remarquer qu'ils sont toujours au pain sec, hein, c'est-à-dire les fèves, les hallat molokhia et ainsi de suite. Et même leur comportement et leur façon d'y faire, ils sont capturés et dans une espèce de coquille où on leur donne le sens de Ehna al-Masriyin, Ummi Dunya, machin. Bon, c'est-à-dire, on gonfle beaucoup, hein, dans l'intérieur de ces Égyptiens pour qu'on essaie de les faire oublier le nécessaire. C'est ce qu'il faut et sur quoi doit tourner cette présidence pro-islamique, tout au moins. Et puis il y a une deuxième partie, bien sûr, comme je disais, que pour les Égyptiens, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas dans la crème, mais essaient aussi de s'adapter, de dire, bon ben voilà, il faut faire, oui d'accord. Et il y a une troisième partie qui ne sont ni pour cette forme d'adaptation, mais et qui constitue même une bonne partie des Égyptiens qui sont vraiment, par exemple, il y a des gens qui sont pour l'islam, et un islam pur, un islam modéré, mais ils ne sont pas pour une espèce d'adaptation au monde occidental. Ils essaient de voir ce qu'on appelle midi à leur porte, tout simplement. Ce sont des gens simples, ils disent, bon voilà, il a besoin de ci, il a besoin de ça, il n'y a ni logement, ni pain, ni quoi que ce soit. Et ça,
c'était une parenthèse. J'essaierai de revenir. De toute façon, ce que je disais ici sur les Égyptiens, c'est toujours aussi valable pour les Marocains et pour les 22 pays arabes. Alors, pour le Maroc, c'est la même chose. Alors maintenant, c'est ce qu'on attend, par exemple, demain de François Hollande à l'Assemblée nationale, une petite bombette. Hein. Je ne dis pas une grosse bombe, mais une bombette. C'est-à-dire un système politique, il faut qu'il arrive à dire. D'abord, il faut qu'il fasse le distinguo entre ce qui est les intérêts de la France purement simple et pur, c'est-à-dire quels sont les intérêts économiques, les intérêts financiers, les intérêts de l'État français dans le Maroc, et ces intérêts, il y en a qui datent même depuis la colonisation, et ce qu'on dit, ce qu'on appelle le réel politique. Le réel politique, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. D'abord, je veux bien sûr le printemps arabe soit prononcé, parce que ça c'est important. Il fait zigzaguer tout ce pouvoir qui est palais royal et une bande de juifs qui essaye de faire marcher ce Maroc selon leur rythme, qui n'est pas le rythme ni des musulmans marocains, ni des arabes marocains, ni de quiconque. Et je dirais même qu'ils sont la cause d'une guerre civile et qui peut se déclencher à tout moment entre arabes et berbères. Et donc, pas de. C'est-à-dire, il y a une côté juive qui est omniprésent dans le sud du Maroc, c'est-à-dire de Marrakech jusqu'à Agadir. Et ça, ce sont des gens qui s'en foutent complètement de ce que peut être ce Maroc. Ils sont intéressés même à un Maroc à l'état initial, à l'état primaire, à l'état j'allais dire d'avant le Christ. Mais enfin, ça c'est une première consonne. C'est-à-dire, il faut qu'ils arrivent à parler de ce printemps arabe, qui était un déclencheur, une espèce d'alarme, une espèce de dire, bon attention, il y a des gens, il y a tout un peuple qui n'est pas ici pour satisfaire les besoins d'un pouvoir en place et qui fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce que ce pouvoir en place a les moyens de faire sortir tout un ensemble de personnes de cet engrenage qui est la misère, qui est la faim, il n'y a pas d'endroit où habiter, il ne peut pas s'occuper des gens, il n'y a pas de sécurité sociale, ainsi de suite, et donc la France est bien riche de ce pourquoi qui n'existe pas au Maroc et ça existe en Europe. Et donc ça c'est un point qui est fondamental. Un deuxième point, mais je crois qu'il est le premier, et si j'ose pas le dire, c'est toujours cette espèce de peur, c'est qu'il ose dire, j'espère qu'il ose dire, François Hollande à l'Assemblée nationale, d'abord qui n'a que le nom, la constitution de ses membres sont issus des dessous de table, c'est des palais royaux qui placent et qui déplacent, et donc ce sont des gens qui sont triés au volet, et donc qui n'ont représenté aucune représentation de cette population marocaine qui vit carrément dans le cauchemar. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé ce dimanche 31 mars 2013, et vous allez voir comment la population marocaine s'est bougée. Hein, et on parle de 3000 manifestants. Alors si vous faites cette place de la Poste qui se trouve au boulevard et jusqu'au Parlement marocain, je crois que vous avez au moins 30 000 mètres carrés. Et la place était bondée. C'est-à-dire, vous faites le calcul, les Marocains, eux, ne mangent pas. Hein, donc, il y a une bonne partie qui sont minces. Hein, il n'y a pas de pôle, il n'y a rien. C'est-à-dire, vous pouvez compter à 30 avec 10 ou 20 centimes à peu près entre les deux pôles, et vous allez faire le calcul et vous êtes facilement dans les 10 000 à 15 000, voire 20 000 participants qui ont participé. Et donc la police qui parlait de 3 000, c'est une logique de calcul qui se fait un peu partout. Seulement ailleurs, on divise toujours le nombre par
j'allais dire par 3, ici ils le font par 5, par 6. Parce que ça, c'est là l'intérêt de pouvoir qui rentre en jeu. Bon, ça c'est. Et ça, il faut qu'il sache, je dis, quand je parle de François Hollande, je parle de cette équipe de gauche qui est au pouvoir, et il faut qu'il arrive à se différencier de ce qu'il avait fait Nicolas Sarkozy en favorisant le pouvoir en place au détriment du peuple marocain. Il avait même, lui et Bourlot, hein, ils avaient eu des lots de cadeaux, des villas, hein, 3000 mètres carrés, 5000 mètres carrés, à Marrakech, près dans des zones de golf, c'est-à-dire vraiment des cadeaux. Hein. Alors ça, ce sont des cadeaux, ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas, ce sont des liquidités, et ainsi de suite. Ça, ce sont, je dis, entre guillemets, c'est ce qu'on voit sur le YouTube, et c'est ce qu'on lit un peu à droite à gauche. Bon, ceci dit, ce qu'il devrait dire, c'est que le Maroc doit penser à un système plus tendance d'Espagne ou de la Grande-Bretagne, parce que il faut qu'on sache qui préside le Maroc. Est-ce un palais royal ou est-ce un gouvernement? Parce que depuis toujours, c'est le palais royal. Mais le palais royal ne se met jamais en face et il ne sort jamais au front. Alors, quand on dit un système à l'espagnol ou un système, c'est-à-dire comme ce qu'il avait fait Juan Carlos en 1975, en favorisant le système d'un premier ministre, c'est exactement ce qui était en train de se faire en Grande-Bretagne. Voilà. Et en Hollande et ailleurs. D'accord? Parce que ça, c'est important, c'est-à-dire un changement de système. Un changement de système, ça donne un changement de ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire le système de brigade, et on essaie d'éviter une guerre civile, et il y a tout un ensemble. Et donc, il devrait y avoir un état de droit. Un état de droit. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui sont traînés partout, qui sont torturés et sous plusieurs formes, je ne crois pas que ça intéresserait François Hollande. Et donc il ne faut pas qu'il y ait cette façon de voir de très loin ce monde de merde, j'allais dire entre guillemets, ce que vivent les Marocains et au quotidien. Il fallait voir tout simplement les visages de la manifestation de ce dimanche. Hein. Et vous verrez comment les gens sont vraiment fatigués. Hein, et ce sont des gens qui sont dans un certain âge avancé. Alors nous ne parlons pas des jeunes qui n'ont rien. Je crois donc que c'est la première des choses. C'est qu'il faut qu'ils disent, bon, le système marocain doit penser à un système à l'espagnol ou à la Grande-Bretagne, afin d'éviter tout malentendu et tout débordement. Hein, parce que vous supposez il paraît que les snipers, par exemple en Égypte, quand on voit la télévision, ça s'appelle TV Octobre, eh bien, ce sont des juifs qui font le sniper en Égypte, qui ont fait les snipers en Égypte. Donc, des manifestations, où puis il y a la distribution des armes, et ainsi de suite. Et si vous supposez qu'une telle manifestation est tournée à l'engrenage, et ça serait très délicat, hein, parce que la première des choses est à l'évidence, la police ne peut rien faire, donc il faut faire appel à l'armée. Voilà. Faire appel à l'armée, alors l'armée déjà, il est décapité, parce que il n'est ni à jour au niveau des armes, ni à jour au niveau des salaires, ni rien. Ce sont des gens qui vivent très difficilement, et vraiment ils sont torturés dans leur caserne, d'accord, parce que la moindre intelligence qui peut exister depuis 1972, il y a eu des tentatives à droite à gauche, mais il n'y a eu jamais un coup pareil comme 1972 du général Oufkir et du commandant Kouira et du lieutenant-colonel Amkhan, ou bien du vrai qui était parce que de 72 on parlait même un coup monté, mais de 71 était le vrai, c'est-à-dire là où il y avait vraiment des officiers supérieurs et qui étaient
des gens mordus. Hein. Ils voulaient cette démocratie, cette putain de démocratie, comme on dit, au Maroc, parce qu'il y a eu un ensemble de phénomènes qui s'est déclenché et on n'arrivait pas à trouver une issue à cette phase. Alors, je parlais par exemple du colonel Chelouati. Le colonel Chelouati, il avait à l'époque dans les 42 ans, 43 ans. Ça veut dire qu'il avait précédé le maréchal Tantawi de 32 ans. Parce que Tantawi, il aurait dû faire son coup d'État militaire en 1979, c'est-à-dire juste après les accords de Camp David. Parce que la première des choses qu'il fallait comprendre, on ne peut pas traiter n'importe quel dossier sans établissement d'un État de Palestine. Hein? C'est-à-dire, vous excluez un phénomène pour rentrer dans un autre phénomène, pour voir votre façon d'y voir. C'est une façon de voir, mais il est, à mon sens, fausse. D'ailleurs, Sadat, il avait payé trop cher, et donc, comme je disais, cette intelligence militaire, comment il y a des officiers militaires marocains qui sont suffisamment aptes à faire quelque chose. Hein? C'est-à-dire, il avait, je vous ai dit, en 1971, 42 ans, pas plus. Hein? 42 ans, 43 ans. Le colonel Chelouati, le général Bougrain, le général Habibi, ce sont des gens qui ont, sauf le général Hamou, qui avait dans les cinquantaines et un peu plus. D'accord. Mais pour dire que le côté armée égyptienne a mis du temps à arriver à établir un état de droit. Et encore, on n'est pas encore à cet état. Mais enfin, comme ils disent les Égyptiens, il y a partout, parce qu'il y a un cheminement. Hein? Maintenant, les frères musulmans, ils sont en train de foutre la merde ou quoi que ce soit. Il y a une possibilité pour l'opposition, pour le front, d'avancer des jalons qui sont plus importants. Mais enfin, il y a un mouvement qui est en train de faire. C'est pas comme un État qui est statique ici au Maroc. Rien ne bouge sauf eux, c'est-à-dire sauf cet État un État dans un État. Donc, si il considère François Hollande à l'Assemblée nationale demain devant ces pseudo, hein, d'abord il n'a rien, pseudo-député, d'abord il n'a rien à dire de positif sur ce Maroc. Hein. Il fallait voir tout simplement ce qui est en train de se faire. Hein. Ils n'ont ni pouvoir d'achat, ni un salaire minimum, ni quoi que ce soit, ni sécurité sociale, ni rien du tout. Je ne dis pas ça pour des gens qu'il faut qu'ils en profitent de cette situation de sécurité sociale. Mais enfin, si on arrive à ce stade, on est déjà avancé dans un État démocratique. Mais le principal est là. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas ces États? Donc, il n'existe pas. Du moment que rien n'existe au Maroc, alors ça ne sert à rien d'aller à l'Assemblée nationale, ici à Rabat, pour gonfler un petit peu et donner des bons points à ce pouvoir en place. Alors, si vous le faites, c'est que vous êtes vous êtes trop à côté de la plaque, hein, parce que ça ne sert à rien. Vous avez en fin de compte, il s'agit d'une lettre adressée au président François Hollande, mais enfin, je ne l'adresse pas, c'est un posting. J'essaierai de faire comprendre un petit peu ce que les Marocains, et de transmettre à ce pouvoir démocratique et qui veut visiter ce pays non démocratique. Alors je disais que il faut qu'ils disent que ce système marocain doit penser à un système à l'espagnol ou à un système à la britannique. Hein? Il faut qu'il y ait un Premier ministre qui gouverne et il est responsable devant la loi et responsable devant tout. C'est-à-dire, et puis il y a c'est-à-dire l'alternance du pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons la droite, on peut avoir la gauche, on peut avoir même des frères musulmans, on peut avoir ce qu'on veut, mais c'est une alternance. C'est-à-dire tout le monde a le droit à ce putain de pouvoir. Hein. Tout le monde a le droit de participer à l'évolution et au progrès de son pays. Donc, ensuite, il faut qu'il y ait une transparence administrative, une transparence financière, une transparence dans tout ce qui est en train de se faire au Maroc, c'est-à-dire terre, air, mer. Voilà.
c'est comme je dis militaire. Hein. Et ensuite, il faut commencer à parler de cette démocratisation, c'est-à-dire de cet état de droit. On veut cet état de droit. C'est pas le fait de donner la liberté à la femme d'aller se marier quand elle veut, qu'on a pu régler quelque chose. Ça d'abord, il est déjà un non-sens parce qu'il a créé un isolement dans les familles. Avant, la fille pourrait encore voir la vie de ses proches, de sa famille. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le faire. Et elle vole toute seule. Et puis, elle vole toute seule et n'a pas les moyens de voler toute seule. Donc, dès qu'elle vole, elle est touchée aux ailes. Hein? D'accord? Donc, c'est déjà quelque chose qui sort de la croyance marocaine, de la croyance de tous les Arabes et de tous les musulmans, c'est-à-dire de l'islam. Hein? C'est-à-dire où la femme a une place prépondérante, mais elle doit tenir compte de la position des hommes. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient, ils pensent même ici au Maroc, qu'une fois que le pouvoir en place, eh bien alors il y a beaucoup d'hommes qui sont au chômage. Il faut d'abord faire rentrer les hommes et ensuite faire travailler les femmes par la suite. C'est-à-dire que à l'époque, l'homme pourrait se marier à une bonne, à une paysanne. Et lui, il peut être, je ne sais pas de quelle nature de son fait. Aujourd'hui, non, la femme n'est pas dans ce système. La femme n'admet pas quelqu'un en dessous d'elle. Et pourtant, ils atteignent des postes très hauts. Alors, comment on peut avoir cette concordance et cette société protégée, une société civile par-dessus le marché protégée? Donc, il ne peut pas. C'est-à-dire, elle voit toujours au-dessus d'elle, et au-dessus d'elle, à l'état actuel des choses, il n'y en a pas tellement. Hein. Et puis, tout ce qui existe, il n'y en a pas. Et donc, que peut-on faire avec les gens qui n'ont rien? Avec les hommes qui cherchent à se marier et qui n'arrivent pas. Hein. Et même, il y a des situations au Maroc où la femme possède des postes, c'est-à-dire un poste de responsabilité, un peu d'argent et machin. Et puis, il va chercher quelqu'un à qui elle va le rendre esclave dans sa chair. D'accord? Donc, c'est une façon de travailler les choses. Donc, c'est une non-justice sociétale, j'allais dire même. Parce que ça, il faut qu'on sache ce que c'est une démocratie sociale. Certains hier à l'Assemblée nationale d'une démocratie sociale et démocratie civile. C'est-à-dire il a fait une taxonomie de la démocratie. Eh bien, cette démocratie n'existe pas au Maroc. Alors, et ça ne se décrète pas. Autre chose, parce que les gens ils sont habitués à ce système. D'accord? Et donc, il faut d'abord qu'il y ait un système politique sain. L'autre jour, j'ai entendu dire, avant-hier, le président irakien Maliki qui parlait de la sécurité politique, la sécurité des citoyens, passer par la sécurité tout court. Et pour y être conditionné, il faut qu'il y ait une sécurité politique. Si la sécurité politique n'y est pas, si les politiques ne laissent pas travailler les gens de la sécurité ne peut être assurée en Irak. Je crois que c'est un faux raisonnement. Hein. Ce qui est valable, c'est que d'abord chez eux, hein, il faut d'abord qu'ils sortent de la zone verte. Il faut qu'ils restent dans le de monsieur tout le monde et madame tout le monde. D'abord. Hein, parce que les politiques sont issus du peuple, ils ne sont pas issus d'une caste ou de la planète Mars. Hein. Et qu'ils parlent d'autre part, ils parlent de la richesse qui n'est pas suffisamment partagée. Je crois qu'il avait intérêt à comprendre que lui, il est là depuis pas mal d'années. Et quand on voit les télévisions irakiennes, hein, on voit le malheur de ce peuple. Hein, qui vivent encore dans les bidonvilles, il n'y a pas de route, il n'y a rien qui se trame. Hein. Et vous pouvez voir toutes les chaînes, hein, Al-Baghdadiya, Al-Nora, hein, et puis il y a le Sharia, il y a tout, on montre des vidéos. C'est une réalité, c'est-à-dire c'est un enregistrement récent
comment vivent les gens, vivent dans la merde. Eh bien, encore, on peut dire que là-bas, ils avaient subi une colonisation, une espèce de refoulement de cette société. Il y avait une espèce de colonisation américaine parce que les Américains ne sont pas là pour le plaisir d'y être. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement au Mali, hein, parce que j'ai écouté hier ou avant-hier, ou deux, oui, hier, à Radio Courtoisie, où il y avait deux généraux qui parlaient de l'intervention française au Mali. Alors, il y avait le général de division Éric de la Maisonneuve, et puis il y a un autre général, Henri Pinard-Legris, l'état général des brigades. Alors, il disait que la première des choses de cette intervention, c'est d'abord de capter et d'essayer de s'approvisionner comme ils veulent, hein, de la matière première du Mali, c'est-à-dire et l'uranium et le phosphate et le pétrole et tout. Donc c'est un intérêt purement économique et purement financier. C'est-à-dire, en dehors de ce côté-là, l'intervention militaire n'était pas justifiée. Et là, ce sont des généraux qui disent oui, il y a eu une intervention, mais ils ne sont pas là pour les djihadistes ou pour quoi que ce soit. D'ailleurs, eux, ils parlaient que des djihadistes. Et s'ils arrivent à mater quelques-uns, il y en a d'autres qui arrivent. Et il avait raison. Moi, ça me fait penser à un colonel de l'armée française en 1990, première invasion internationale, bien sûr, mais sous commandement américain. Alors je lui avais dit comment ça a été cette intervention. Il m'a dit les Arabes, il manquait un peu d'intelligence. Je dis pourquoi. Il m'a dit eux, ils étaient en Arabie Saoudite, mais ils gardaient les frontières de l'Irak avec l'Arabie Saoudite, avec le Koweït et ainsi de suite. Mais ils ne peuvent pas faire la différence entre deux Arabes, entre un Irakien et un de l'Arabie Saoudite ou un Koweïtien. Donc, s'ils avaient quelque chose dans leur ventre, ils pourraient passer sans que eux le sachent, c'est-à-dire cette armée occidentale. Alors, je disais, je reviendrai sur ma position, sur la position que je disais, que la question fondamentale est justement de cette visite de François Hollande, c'est qu'il parle haut et fort, hein, que le Maroc n'est pas encore sorti de l'embargo. Ça, il faut le savoir. Il faut qu'il sache. Il faut que le système du Palais Royal pense à un nouveau système à l'espagnol ou à la britannique. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un de responsable devant le peuple. Et il faut qu'il y ait une alternance de ce pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir est discuté chez les politiques et dans la société civile, hein, c'est-à-dire même dans toute la société. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas une... Alors donc il y a une transparence et on pourrait y aller plus loin. Mais il est évident, il est très évident, que les gens qui touchent jusqu'à présent des milliards, ils n'osent pas reculer de quoi que ce soit, si c'était le poisson d'avril d'avant-hier, ou de parler des commissaires européens qui touchaient dans les 20 000 euros, ont accepté la réduction de 25% de leur salaire, hein, sur Euroactive, ça a été écrit. Et ça, c'est donc de revenir des milliards à quelques milliers, il me semble un peu difficile. Hein, il me semble un peu difficile. Mais enfin, la clarté et les droits de l'homme de 1789 imposent à François Hollande, en tant que président, en tant que représentant de la France, de dire cela. Hein, parce que sans dire cela, c'est jouer au détriment du peuple marocain. Et donc, vous avez vos intérêts, comme le peuple marocain il a ses intérêts, et une fois qu'il y aura la République par un coup d'État militaire ou par des manifestations civiles ou pacifistes, on ne sait pas comment, hein, là, il y aura une autre discussion. Et donc, ce sont deux points qui sont importants. Ce changement de système
hein, parce que moi, personnellement, je suis pour une première république marocaine. Bon, ce passage à la première république marocaine, ça peut se faire, mais ça demande un courage. Or, les gens qui sont... un voleur n'a jamais un courage. Un psychopathe n'a jamais un courage. D'accord. Mais ça, c'est l'objectif final. Parce qu'on ne devrait pas y tourner autour du pot. Même, je dirais, en Grande-Bretagne, quand ils ont fait des, des sondages au niveau de la population pour savoir si le peuple britannique veut encore de la monarchie, eh bien une bonne partie qui disent non, on en a assez, ils veulent une vraie république britannique. Donc, et même le pouvoir, c'est-à-dire la reine Elisabeth et tout ce palais de Buckingham, eh bien, ils savent qu'un jour ou l'autre, il y aura une république. Mais ça, c'est le réel. Pour l'instant, à l'instant où il sera là, François Hollande, il faut qu'il sache dire au moins ces mots. Hein. Ça, c'est la moindre des choses. Et dire qu'il faut qu'il y ait, qu'on pense à un autre système, et il faut qu'il parle du printemps arabe qui est un point très important dans cette société marocaine. Tous les pays, dont les 22 pays arabes. Alors, c'est-à-dire, et toute discussion qui serait nous encourageant, ça ne sert à rien, vous n'encouragez rien, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Donc, ça ne sert à rien vos encouragements. Vos encouragements seront dans le sens que je viens de vous le dire. Quand vous parlez dans le vif du sujet, il n'y a que ça qui va leur attirer leur attention. En dehors, il n'y a rien. Parce que la France, quand Hollande avait donné un coup de fil au président Slimane libanais, je crois ça n'a pas un effet ou un impact quand il disait nous sommes avec vous. Mais vous êtes avec qui? Vous êtes avec le peuple libanais ou vous êtes pour une faction contre une autre? Ça, il faut qu'il soit clair dans son langage. Ça, beaucoup de partis politiques ont dénoncé cette façon de l'émission de la France dans les affaires internes du Liban. Quoique, il y a des choses à dire, il y a des choses à retenir, mais ce n'est pas aller jusqu'à ce sens d'appuyer un clan sur un autre. Hein. À la Fikra, dans les années 1920, hein, c'est-à-dire du 16 Picot et ainsi de suite, c'était dans le 14-16, et en 1920-21, c'était justement les Français qui avaient divisé cette grande terre qui était le Chum, c'est-à-dire la Syrie. Parce que le Liban est une partie de la Syrie, a été pris de la Syrie. Et aujourd'hui, on observe le même phénomène qui est en train de se faire avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Syrie. Il y a une opposition qui essaye de dominer certaines villes, certaines parties de territoire, et même une partie qui était allée jamais à l'Arabie, c'est-à-dire ce putain de conseil des Arabes, hein, on leur a donné le siège de la Syrie. Alors, pour être juste, il fallait leur donner un autre siège, laisser le siège de la Syrie et donner un autre nom, c'est-à-dire un partage de la Syrie. C'est-à-dire ce sont des gens qui représentent l'autre partie de la Syrie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, et ils ne sont pas là à intervenir. Ils veulent couper, bien sûr, la Syrie. Voilà, ils veulent diviser la Syrie au moins en deux. Ça a été déjà fait avec le Liban, et maintenant le Liban est indépendant, et avec ses normes, et avec ses politiques, et ainsi de suite. Et ils veulent faire de la même chose avec ce qui reste avec la Syrie. C'est la même tactique qu'ils veulent faire avec les autres pays du monde arabe, 22 pays arabes. Ils l'ont fait avec le Soudan. Hein? Ils l'ont fait avec ça, avec le Soudan. Et il y a une bonne partie maintenant qui est partie. Alors on parlait du christianisme,
quand il y a une division, on ramène la question à un état j'allais dire, de cette espèce de croyance. Vous êtes musulmans, il y a des religieux, il y a des religions, ils ont des gens qui ne peuvent pas faire. Ce qui va se faire aussi ici au Maroc. Il y a des berbères, il y a des arabes. Il y a des gens qui sont encore dans la religion juive, hein, et puis il y a les autres qui sont des musulmans. Alors il faut savoir, vous voulez vivre avec ces gens-là, ce qui est impossible parce qu'ils créent la zizanie, et comme ils créent la zizanie, les gens ne peuvent pas vivre ensemble, et du moment qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, eh bien il y a cette façon d'y être, c'est-à-dire ça provoque tout de suite une division de l'État en question. Donc le Maroc, il est parti pour une division d'au moins 3 parties, hein, c'est-à-dire la première du Sahara, ce qu'ils disent maintenant occidental. Enfin, il commence à parler d'un espace qui a emmerdé cette politique marocaine parce qu'avait gagné le Maroc depuis 1975 en ouvrant ce putain de dossier. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a su ni le résoudre, ni trouver une issue favorable, ni encore empirer les choses. Mais il n'a fait qu'empirer, bien sûr, les choses. Je crois que la solution était valable depuis 1975. Beaucoup d'officiers militaires, et ils avaient vu ça. Hein. Je saurais le dire, il y en a des gens qui sont encore. Hein. Le colonel Palais, il avait compris ça. C'était juste, il avait vu ça. Mais il y avait d'autres. Il y avait d'autres qui ont vu même la question du Sahara à l'époque de Tantan. Hein, c'est-à-dire, donc on voyait ce problème. Mais il paraît, comme pensaient les Algériens, que le palais royal, il en avait marre des militaires, alors il essayait de les faire sortir de la capitale, d'essayer de vider un peu partout. C'était la guerre de 73, ensuite c'était la guerre de... Ils avaient provoqué une guerre qui n'avait pas à y être, parce que disputer avec qui? Avec des Mostazira, avec des gens qui à droite, à gauche. Alors il a envoyé toute une armée. Pourquoi? Une armée qui est là, et puis depuis, il y a des gens qui sont rentrés dans l'armée, en sortant de l'académie, ils sont sortis, maintenant ils sont déjà à la retraite, et ils n'ont jamais vu ni la capitale ni aucune ville. Tout le temps, font l'ihsan, donc ce sont des gens qui sont sans état d'âme. Et c'est pour ça qu'on parle de la politique du juif qui règne dans le palais. Donc ils travaillent sous cette forme. Chaque fois que vous verrez qu'il y a une position d'un dénominateur commun, d'une position commune, d'un coût très bas, compris entre beaucoup, il faut savoir que derrière, c'est un juif qui est derrière. Et donc, ce sont les deux points qui me paraissent importants à ce que François Hollande puisse dire. Maintenant, prononcer un discours de, je ne sais pas, d'une heure et demie pour tourner autour du pot, il faut qu'il sache d'abord que tous ces députés qui sont devant lui, ils ne l'écoutaient pas. Il y a une bonne partie qui ne comprend même pas le français. D'accord? Donc ça ne sert à rien. Il y avait un budget, par exemple, du Palais Royal qui est passé à l'Assemblée nationale, au Parlement marocain, et on montrait l'excès de cette richesse qui ne représentait qu'un dixième de ce que touche réellement le Palais Royal, hein, et qui coûtait dans les 200, 300, 500 millions de dirhams. C'est-à-dire, même, on peut parler même de l'Europe. D'accord? Eh bien, les députés n'ont pas pu ouvrir leur gueule, ils n'ont rien dit. Ils ont invalidé le pognon du Palais Royal, et puis les choses sont terminées entre des discussions en catimini. Oui, il ne fallait pas dire, ils vont l'attaquer, ils vont le faire, donc s'ils veulent faire, ils veulent faire, donc ils ne représentent rien. Il est devant des gens qui sont là, hein, habillés, machin. C'est comme quoi ils sont des musulmans, ils ne sont pas musulmans. Et puis, ils ne l'écoutaient pas. Il faut que vous sachiez que les députés marocains ne vous écoutent pas. Parce qu'ils ne représentent pas la représentation marocaine.
Quand vous avez des gens qui représentent le peuple marocain, ou représentent un peuple quelconque, eh bien, il y a des gens qui sont là pour réclamer cette justice. Par exemple, l'Irakien qui avait jeté les chaussures sur George Bush, qui était encore président des États-Unis, je crois qu'il représentait une bonne partie de la population qui disait, bon, écoutez, il en a marre. Si vous arrivez à mater les institutions, à mater l'armée, eh bien, le peuple est toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je disais, je dirais aussi, comme le titre signalait, c'est-à-dire une géopolitique sur le monde arabe, parce qu'il m'intéresserait aussi que les 22 pays arabes soient unis, parce que cette façon de s'unir donne une bonne impression de ce monde arabe. Parce que 22 pays arabes devraient avoir 22 commissaires comme le style des Européens. D'ailleurs, dans les tables musulmanes, c'est-à-dire dans les premiers penseurs musulmans, ils parlaient de cette unité et qu'ils avaient pratiqué au début par le système de Khalifa. Hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chapeautait tous les pays arabes. Aujourd'hui, on ne parle pas de ce système-là, mais on parle, chacun d'accord et bien chez soi, mais il y ait une représentation plus économique, plus sociale, pas de visa d'accord, pas de frontières, un train qui démarre de la Mauritanie et qu'il aille jusqu'au, je sais pas moi, la Syrie ou la Jordanie, jusqu'au Koweït même. Hein. C'est-à-dire, c'est cet espace qui a beaucoup de choses à faire. Et ils ont le pouvoir financier, ils ont la finance, ils ont de l'argent, ils ont tout. Donc ce phénomène, j'allais dire, c'est il n'est pas un phénomène au sens négatif du terme, mais c'est un phénomène au sens qu'il y ait un parallélisme avec ce qui est en train de se faire en Europe. Alors je ne dis pas qu'il s'agit d'un modèle, l'Europe. L'Europe est un modèle en soi, parce que c'est une façon de travailler, mais on ne suit pas un modèle. Chacun est son propre modèle. Donc il n'y a pas une question du modélisme, qu'il faut suivre ou il ne faut pas suivre. Non, il y a une politique nationale et une politique internationale, étrangère, interne, externe. D'accord? Il faut d'abord travailler ce qui est à l'intérieur des 22 pays arabes. Il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat. Il faut qu'il y ait un salaire minimum. Il faut qu'il y ait une sécurité sociale. Il faut qu'il y ait des non-frontières. Il faut qu'il y ait un déplacement des gens partout où ils veulent, où ils peuvent. Et donc, pour s'y faire, et éventuellement, on ne peut pas capter le système comme il l'est actuellement, c'est-à-dire avec des rois et des amirs et des machins chouettes, hein, alors que le système devrait fonctionner à la limite avec des républiques. Chaque système a des républiques, chaque État a une république. Ce sont des républiques qui sont situées. Et donc ce système-là qui devrait intéresser plus d'attention. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une envergure dans ce sens. Alors, éventuellement, si on ne démarre pas avec une transparence, on ne peut pas y aller plus loin. Hein? L'Égypte ne démarre pas avec une transparence, mais ils sont toujours au point de départ. La même chose pour la Tunisie, la même chose pour les autres États. N'en parlons pas des autres dont le train du printemps arabe n'y est pas encore passé. Je pense bien sûr au Maroc, Algérie et l'Arabie Saoudite, bien sûr, Qatar. Hein, donc il n'y en a pas. Et on ne peut pas prétendre que, par exemple, Qatar, hein, il existe une autosuffisance chez les gens, c'est-à-dire au niveau de sa population, au niveau des salaires, et au niveau de l'emploi et au niveau du bien-être social. Ça n'existe. Ce n'est pas
qu'on distribue les Alfa Romeo aux policiers pour faire un boulot, hein, leur boulot ici on existe, que l'émir distribue légalement et justement la richesse de ce pays. Donc la richesse ne se partage pas. Ils ont la main dessus. D'accord? Alors, n'en parlons pas, bien sûr, que quand vous parlez de l'État, votre État, c'est-à-dire votre peuple, qui constitue 3, 4, 5, 7 millions, avec le reste de la population arabe musulmane, et je parle des Arabes, je ne parle pas des musulmans parce que l'Iran est un autre État. C'est un État musulman, mais il n'est pas un arabe. D'accord? Mais les États arabes, ils doivent avoir un jeu aussi de ce qui est en train de se faire et ce qui est en train de se produire ailleurs. Parce que faire des milliers et des milliards de dollars et des milliards d'euros, même, je ne parle pas de dollars, je parle d'euros, la devise actuelle. Il faut, quand on donne, il y a encore du reste. Il faut qu'il y ait une participation au développement dans les jeunes de pays. Et ça, c'est un phénomène. Kullu shay'in biqadar, c'est ce qu'il disait au Kultum. Voilà, la divorce. Alors, il y a des élections qui vont se produire, vont se tenir en Irak le 20 avril. Alors, on parle à la télévision, on n'en parle que de ça, et dans toutes les chaînes de télévision irakiennes, mais rien ne permet de dire que ces gens veulent vraiment travailler leur pays. On parle de la corruption, on parle de ce genre de choses pour faire passer une couleur politique. Oui. Mais est-ce que ces gens-là veulent vraiment travailler leur pays? Parce que je n'ai pas encore entendu ou voir un débat politique en Irak qui parle comment on passe de cet état de l'Irak à un état plus démocratique et plus raisonnable. Par exemple, maintenant, les Kurdes, ils sont en train de se dissocier de ce grand Irak. Il y a une division non dite, mais elle s'opère. Les sociétés maintenant turques et les sociétés internationales pétrolières, eh bien, ils sont en train de partager ce lot de pétrole kurde. Et l'État central, il ne peut encore rien. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que les politiques ils sont aptes, en mesure de faire quelque chose dans ce sens? Et de deux, est-ce que cette constitution ne peut pas se refaire autrement? C'est-à-dire faire comme une 5e république en France, bien qu'en France, ils sont en train de penser à une 6e république. Mais déjà une 5e république, c'est déjà quelque chose. Au lieu d'avoir un pouvoir qui n'est basé sur rien, qui est basé sur un ensemble de parlements, les parlementaires tirent à c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir une clarification de la politique irakienne. La politique irakienne passe à côté. Et c'est là toute la question. C'est-à-dire, si on change la constitution, au lieu, il faut sortir du système de rumeurs, c'est-à-dire l'Américain qui a imposé une constitution, il faut refaire une deuxième constitution, et pourquoi pas? Et ils disent qu'il faut perdre du temps. Et en France, ils sont, je l'ai dit, ils sont à la 5e République, donc la 5e Constitution, et ils veulent maintenant faire une 6e République. C'est-à-dire, ça dépend. Hein. Montebourg, qui était très chaud, maintenant qu'il est ministre, il n'en parle même pas. Mais enfin, puisqu'il s'agit de l'intérêt de l'État, il faut le faire. Il faut sortir de la zone verte. Et comment on peut travailler un système sans avoir un État. Parce que je vois par exemple Malki qui fait le tour des chaînes de télévision. Il n'avance rien. Il est là pour dire, vous voulez qu'on parle? Voilà, je viens vous parler. Allez, voulez-vous que je vous dise quoi que ce soit? Vas-y. Hein? Même j'ai vu des journalistes comme Bardadia, hein, là où il y a Nora, hein. Voilà, c'est un monsieur là-bas qui donnait il disait au Premier ministre, faites du travail, nous sommes là pour vous encourager. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous encourage? Encourager quoi? Encourager quelqu'un qui fout la merde?
Maintenant, d'un autre côté, il faut qu'il sache qu'il y ait une politique aussi internationale, régionale, d'abord, parce que maintenant, le Maliki, il essaie de tourner les choses autrement. Il va maintenant vers un approfondissement de la relation avec la Syrie. Certes, c'est une bonne chose, je ne dis pas non, hein, pour arrêter les dégâts et arrêter cette hémorragie en Syrie. Mais n'empêche, il faut que le peuple irakien, en premier lieu, il faut qu'il y ait son mot à dire. Maintenant que vous n'avez plus d'Américains, vous n'avez plus de personnes de chez vous, ah ben, travaillez votre pays. C'est la moindre des choses. Alors, les élections sont des élections provinciales, vont se dérouler le 20 avril, mais est-ce que ça permettrait d'avoir une clarté de la chose? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce sont des gens qui sont un peu un peu à côté de la plaque. Alors, il y a aussi la question iranienne. Hein. Alors, l'Iran, il y aura les élections présidentielles du mois de juin. Et du mois de juin, cette élection, comme disait Javier Sonar, l'ancien responsable de la politique de défense européenne, que d'ici là, le monde, c'est-à-dire le P5 et plus 1, ne devrait pas attendre grand-chose. Il faut attendre les élections présidentielles. Mais est-ce que les élections présidentielles ont une importance dans ce jeu de la politique iranienne? Alors, ici, j'ai des stars du Liban. Il parle que le haut dirigeant de l'Iran, il n'est pas content de ce qui est en train de se passer. Alors qu'il gouverne encore l'Iran. Est-ce Khamenei? Est-ce la présidence? Est-ce le Parlement? Est-ce la société civile? Est-ce les mollahs? Alors on ne sait pas. D'accord? Il faut d'abord définir qui, et ensuite on peut parler. Mais d'un autre côté, je crois que l'Iran, oui, il a droit à l'arme nucléaire, même nucléaire civile, mais aussi même l'arme nucléaire. Parce que cette question d'armes nucléaires, ça ne peut se résoudre pas qu'au niveau local, qu'à un seul point, c'est-à-dire à l'Iran seul. Ça n'a pas de sens. S'il a un sens, donc il a des intérêts, et qui en profitent de ces intérêts. Et ceux qui ont un intérêt, on aimerait bien savoir qui sont leurs intérêts. Je parle par exemple des Européens, des Américains et des Israéliens, parce que, comme par hasard, eux, il n'y a aucune loi qui peut passer. C'est une bande de psychopathes qui travaillent comme ils entendent, comme ils veulent, et non, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont armés jusqu'aux dents. Est-ce qu'ils ont vraiment cette nucléaire, le nucléaire? Oui, ils ne l'ont pas. Ça, c'est une autre affaire de manche. Mais la question iranienne ne peut se résoudre que dans un état général. C'est-à-dire que tous les pays qui ont l'arme nucléaire peuvent se mettre autour d'une grande table pour discuter de cette éventualité. Or, l'arme nucléaire, c'est comme une tache d'huile. Ça ne s'arrête pas. Le Pakistan, il le fait parce que l'Inde, il le fait parce que c'est le Pakistan, mais parce que c'est la Chine. La Chine, il le fait, il a aussi les armes nucléaires parce qu'il y a la Russie. La Russie, il le fait parce qu'il y a les Américains. Donc, il y a un enchaînement. Donc, il y a tout le monde tourne autour de ce point. Donc, l'arme nucléaire s'impose comme une arme. Est-ce, on peut en discuter qu'une fois ces armes étaient utilisées, et seraient utilisées pour je ne sais pas, un futur proche, je ne sais pas quoi, mais ça, et qui permettrait à l'instant aux politiques de dire bon, maintenant on arrête ce genre d'armes, parce que ça a détruit tout. C'est-à-dire comme quoi Nagasaki et Hiroshima, hein, 1945, ça n'a rien donné comme effet. Et il me semble que sur ce point-là est important. Maintenant, donner des contreparties à l'Iran, ça ne me semble pas important. On va vous aider économiquement, on va vous aider
et avoir une place dans la société. Ils n'ont pas besoin. D'ailleurs, ce qu'on voit avec la Corée du Nord, ils ont pu attendre je ne sais pas combien de temps depuis le dernier arrêt de la prolifération nucléaire chez eux et ils n'ont rien pu obtenir. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, ce sont ceux qui décident de ces sujets, ils ont, on sent qu'il y a cette méthode juive toujours là-dedans, qu'il prend et il ne vous donnera rien. Et si vous voulez quelque chose, il faut le prendre par la force. Ça, c'est une donne. Alors, le monde est devant un peuple arriéré. C'est un peuple arriéré, oui, mais c'est-à-dire ceux qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui ont ce pouvoir politique, eh bien, ils sont dans cet état politique. Ya Habiban. Donc c'est en dehors de ça, non. Et la force, toute la force américaine est maintenant dans le Pacifique. Et la Corée du Nord, je crois, qui est dirigée par un enfant de 24 ans, 26 ans par là, c'est quelqu'un qui s'en foutait complètement de ses destinées. Il se croyait en train de jouer Game Over. Non. Et puis ce sont des gens qui sont armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire s'il y a une guerre, c'est d'abord une guerre contre la Corée du Sud. Parce qu'il y a c'est une Corée qui a été déchirée en deux. La famille, il y en a une bonne part qui est restée au nord, l'autre part qui est au sud. C'est à peu de choses près comme la Chine et Taïwan. Donc, et c'est une dent contre la Corée du Sud. Maintenant, les Américains montent les enchères, ça c'est pas de problème. Mais je crois que les Américains veulent atteindre la Chine. C'est ça l'objectif final. Or, est-ce avec cette position qu'ils peuvent le faire, parce que la Chine est sortie d'un état de rien du tout à un état de vraiment très avancé. C'est ce qu'il avait dit Deng Xiaoping quand il parlait que de chaque qu'il soit communiste ou capitaliste, mais pourvu qu'il attrape la souris. Voilà. Donc ils ont pu arriver à cet état. D'ailleurs, la Chine d'aujourd'hui n'est plus la Chine de Mao. C'est une Chine purement capitaliste. Il y a un pouvoir d'achat, il y a économiquement ils sont à l'aise. Donc il y a tout un ensemble. Et je crois que la Chine jeune aide beaucoup les États-Unis et bien entendu l'Europe. Donc la première des choses, c'est, je crois que la visée des Américains, c'est d'abord sur la Chine. La Corée est un prétexte. Est-ce qu'ils arriveront? Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est-à-dire ça, c'est un ensemble qui est en train de se faire et qui est en train de se calculer jusqu'à l'état actuel des choses. Alors, enfin, à l'état actuel des choses. Et puis, bien sûr, il y a les élections qui vont se dérouler aussi au Liban. Au Liban, on est bientôt aux élections aussi. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble. Alors, on se demande pourquoi les élections tout de suite. Pourquoi cette démission du Premier ministre. Est-ce par hasard, ils ont déjà des indices sur une guerre prochaine qui va se déclencher et qui émane de la Syrie, parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, on ne sait pas. Hassan Nasrallah, il y a un moment qui n'est pas, on l'a pas vu à la télé. Alors, on ne sait pas ce que c'est aussi non plus. Il y a eu des moments religieux, bon, alors Hezbollah, il est en train de régler, ça c'est un phénomène qui est très important. De toute façon, il faut bien qu'il y ait c'est-à-dire où il y a une guerre certainement qui est en train de se profiler là-bas. Ah, une guerre atroce.
sans c'est-à-dire une guerre, où vraiment Hezbollah il va rentrer sur Israël. Ils vont l'attaquer plein fouet. Et cette fois-ci, il n'y a pas Mawara à Haïfa, mais dedans, dans le Jérusalem. Et et je crois que c'est le seule méthode pour faire comprendre à ces psychopathes juifs il y a des gens qui n'acceptent pas leur comportement. Les gens qui ne veulent pas de cette façon de faire. Ils ne veulent pas savoir, ils veulent tout. Alors, celui qui veut tout, soit qu'il a tout, soit qu'il laisse tout. Ça, c'est garde où il laisse. En tout cas, je dirais quand même un petit mot pour la question de la presse libanaise. Par exemple, le Manar, je crois qu'ils ont fait un bon reportage avant-hier sur le Maroc. Ça, c'est un bon point. Parce que, et dire même ce qui ne va pas ici au Maroc, ça, c'est un très bon point. Que de 31 mars jusqu'au 1er avril, c'est-à-dire dans l'espace de moins de 24 heures, YouTube ne présentait aucune image. Alors on ne sait pas si c'était une censure à mon égard ou c'est vraiment s'il n'y a rien. Ça c'est une autre hauteur. Mais enfin, Al-Manar il a pu le faire, et même avec Abel Rada il avait parlé de ce problème qui existe bel et bien au Maroc. Et puis il y a une presse bien sûr égyptienne qui est toujours à côté de la plaque. La presse par exemple Al-Masriya. Ils cherchent des invités un peu classés et de la crème d'une société. D'ailleurs, celui-là, il ne trouverait personne pour le contrôler, ce qui est normal parce que celui qui lui pose des questions, il n'a aucun niveau. Alors on voit des tournements, des situations qui sont un peu à côté de la plaque, ou bien à Nil News, Nil News, un qui était avec la belle Rochdi, il était à côté d'elle, petit féministe, je ne sais pas, s'en foutait complètement de son état d'esprit qui manquait de prendre des décisions. Alors, il ne savait pas. Et pourquoi tu es là? Si tu ne sais pas poser des questions à tes invités, pourquoi tu es là? Tu es là pour aller chercher ton argent à la fin du mois. Hein? Si tu ne te plaît pas le montant de salaire, eh bien, il faut que tu manifestes. Il ne faut pas que tu laisses le studio vide. Et puis, il y a des gens qui sont à CBC, Agnès là-bas, il essayait de provoquer toujours dans la provocation de la société. Et on provoque une société. Avant-hier, il parlait à un invité, il disait oui, pour serrer les vis de la presse, ils sont là. Oui, c'est-à-dire, il attirait l'attention des émeutes. Mais il faut le dire. Dis-le que le CBC est pour ce non-système qui existe actuellement. Vous avez le droit de le dire. Oui. Même chose pour Nar, avec la belle Dora. Ce sont des gens dont on ne sait pas qui manquaient de compréhension, qui manquaient d'intellectualisme, qui manquaient de tout. Alors, pourquoi ils posaient des questions, pourquoi ils sont là, on se demande. Donc une presse qui n'est pas trop nulle. Par exemple, quand ils ont choisi Chouane, c'est un comme président de toute la presse égyptienne, cette personne est s'occupait des frères musulmans, de tout ce qui est groupe musulman, de tout ce qui est islam. Donc il suivait ce mouvement, cette mouvance. Lui qui dit toujours que Ben Laden est toujours en vie en Afghanistan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans cet état d'optique. Alors ils choisissent quelqu'un dans ce sens. Ils n'ont pas muni d'un cerveau qui analyse, qui pense. Et pourtant ils sont dans des postes où il faut qu'ils pensent.
Hein, et vous faites du journalisme, vous faites des invités, il faut que vous sachiez prendre et assumer des responsabilités. Hein. Alors, comme il y a toujours cet état dictatorial, vous faites ce qu'on vous demande, et c'est là où ils ont des oreillettes, et ils suivent les instructions de réalisateurs et tout ce qui est derrière les caméras. Il faut dire ci, il faut dire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Si elles veulent rester à donner du journal télévisé ou à animer des émissions à la télévision. Donc il manquait de cerveau, il manquait d'intelligence. Et c'est ça l'intelligence égyptienne. C'est d'essayer de chercher toujours le chemin le plus court. Il n'y a pas de chemin plus court. Il faut essayer de comprendre la complexité du problème. Vous voulez être libre? Eh bien, il faut être libre. Au dépend de votre fonction. Ah, les autres, si nous on s'en va, ben les autres ils vont prendre notre place. Donc c'est un système qui est très pauvre, qui est très, très menacé. Ça c'est ce qui existe dans tous les 22 pays arabes. Donc c'est un grand travail et un grand boulot à faire. On disait Général de Gaulle, vaste chantier. Alors, j'avais voulu parler aussi à un moment du BRICS. BRICS, c'est ce mouvement-là, et on se demandait pourquoi Assad, parce que Assad, je crois maintenant, le président Assad, il rentre maintenant dans une phase qui est plus catastrophique, c'est-à-dire dans une guerre civile. Il me paraît c'est une guerre civile maintenant qui est en train de se jouer en Syrie, et on ne peut pas dire autrement. C'est une guerre civile, parce que là, maintenant, il parlait de l'œil pour œil. Vous tuez, vous êtes tué, vous volez, vous êtes volé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait maintenant à quoi s'en tenir. Et donc, est-ce qu'il aura une bonne part pour gagner et pour sortir de cet embarras? Là, c'est un autre problème. Hein. Là, c'est un autre problème. Ça ne dépend pas de la personne lui-même. C'est ce que je voulais dire tout le temps, c'est que Assad n'est pas fait pour la présidence. Il est fait, et c'est un médecin, c'est un type qui vivait sa vie tranquillement. Hein. Maintenant, on le fait bouger de tous les côtés. Il est vrai que pour changer le système en Syrie, personne ne veut changer le système vers un autre système où il ne tienne pas compte d'un État palestinien, c'est-à-dire de l'indépendance de la Syrie. Ça, c'est ce qui est difficile. Par exemple, quand le Khatib demandait un face-à-face à téléviser à Assad, je crois qu'il faut qu'il aille dans ce sens, puisque Assad cherche la solution, puisqu'il veut arrêter le massacre pour commencer le débat. Vous pouvez commencer le débat sur voie télévisée. Ça, vous avez les moyens, vous êtes mieux armé que Khatib, et Khatib, il a certainement quelques points en ligne, en mire, mais il ne peut pas y aller plus loin. C'est-à-dire, il est un peu à côté de la plaque, il ne peut pas avancer plus. Donc, si vous voulez, c'est un débat qui est gagnant. Mais encore faut-il qu'à partir de ce débat, hein, on peut dégager une solution. Mais je crois qu'il faut essayer ce débat. L'appel à un débat est un appel à un débat. Alors, vous allez me dire que Khatib ne représente maintenant plus rien, puisque c'est Hassan qui est le Premier ministre dans l'opposition. Mais c'est déjà quelque chose. Vous avancez dans ce sens. Vous avancez dans tous les sens. Parce que le principal, c'est d'accord, on ne voulait pas de cette dictature. On ne voulait pas de dictature qui était avant 2011. D'accord? Donc tout le monde, on est d'accord. Hein. Mais on ne voulait pas non plus de colonisateurs juifs ou
ou une divulgation des idées juives, c'est-à-dire qui sont fausses parce qu'ils détruisent la société syrienne, la société arabe, on veut quand même qu'il y ait un front là-dedans. Hein? Bon, d'accord. Mais soyons brefs. J'essaierai d'être bref sur la question de ce printemps arabe. Il a pour définition d'établir un ordre démocratique dans les 22 pays arabes. Comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une formation à l'européenne. Alors bien entendu, par la suite, ça prendrait un autre cheminement, c'est-à-dire sa couleur à elle, sa façon d'y être à elle, c'est cette couleur des 22 pays arabes qui serait par la suite parler devant les Européens, devant les Américains, devant les Japonais, ainsi de suite. Mais c'est cette façon d'y être. Donc, un 22 pays arabes, 22 républiques, 22 commissaires, un parlement européen, un parlement arabe qui est face à l'autre parlement européen, c'est-à-dire que dans les directives, c'est-à-dire de ce nouveau parlement arabe, doivent être transférées c'est-à-dire dans les tribunaux de chaque État arabe, dans les 22 pays arabes, et mise en exécution. C'est-à-dire si on admet qu'il existe une directive, par exemple, sur qu'un Mauritanien peut aller travailler au Koweït sans être emmerdé par quoi que ce soit, comme en Europe, un Espagnol peut aller en Allemagne. Bon, ou bien pas de visa et ainsi de suite. Ces règlements doivent être appliqués et appuyés par les 22 parlements arabes. Alors, bien sûr, qui dit parlement dit vraiment une vraie représentation marocaine. Je suis là juste pour vous dire que le salaire, par exemple, j'avais fait une liste des salaires des 22 pays arabes, et on voyait les courbes. Par exemple, au Maroc, la courbe du salaire de l'évolution du revenu annuel au Maroc, en euros, a commencé à augmenter à partir de 1971 et s'est arrêté en 1980. En 1971, il y avait le coup d'état militaire de Sfarak. Donc, il y avait quelque chose qui a retenu l'attention de ce palais royal. Alors, en 1971, pour être court, en 1969, il y avait 193 euros, 70, 201 euros, et en 1971, on est passé directement à 216. Et on est en 1980 à 734. Ensuite, ça dégage. Ça va remonter à 2241 jusqu'à présent. Voici la première courbe des Marocains. Ça, c'est pour le Maroc. Maintenant, c'est la même chose pour l'Algérie. C'est la même chose. Regardez, ça donne une autre courbe de cette nature. Et c'est cette courbe qu'on voit quand même qu'il y a eu des évolutions. Et pourtant, l'Algérie est très riche en pétrole et il n'y a rien à faire. Et en Tunisie, voici celle qui était avec Habib Bourguiba. Là. On disait les Tunisiens, Ya Habibi, Ya Bourguiba, Ya Mkhallas Leblet, qui n'a rien foutu. Alors c'était ça. Ensuite on voyait bien sûr d'Égypte pour être un peu dans la mouvance. Tout ça ce sont des revenus depuis 1962 jusqu'à 2009-2010 pour voir ce que cela donnait. Voilà. Ça c'est de l'Égypte. Alors celle qui avait quelque chose à dire et qui avait un montant qui était assez important, c'est celle du Koweït. Voilà. Donc il y avait des et là vous pouvez faire le tour dans le salaire moyen annuel et vous verrez que
il est vrai que le citoyen arabe est dans une situation d'impasse. Il ne peut rien faire. Il ne pouvait rien, absolument rien faire. Alors, soit d'accepter la misère, soit d'accepter de se retirer. Et nous, il y a des migrations qui sont en plus importantes. Et sinon, on comprend maintenant pourquoi ils sont dans le système de Bergeg. On leur assure 2 ou 3 sous. Voilà. Alors j'ai dit que le BRICS, c'est un système où on parlait maintenant d'intra-BRICS, c'est le commerce intra-BRICS. Et donc, pourquoi, bien sûr, comme je l'ai dit, pourquoi la Syrie demandait de l'aide aux pays de BRICS? Il aurait dû demander parce que le BRICS est là, d'abord, il est pour le système Assad. Est-ce qu'il est pour le système d'Assad ou est-ce qu'il est pour le statu quo? C'est ça ce qu'on se demande. Mais le BRICS, il ne pourrait rien faire. La mouvance de la politique internationale tourne sous plusieurs angles, si j'ose dire. Mais en tout cas, ça c'est un phénomène plutôt plus économique et plus commercial. Et politique, ils ne sont pas encore arrivés à politiser ce mouvement pour pouvoir parler d'une seule voix, la voix du BRICS. Ils ont des forums du BRICS, environ 600 entreprises dans le BRICS. Et si vous me permettez, je termine. Et juste une petite parenthèse concernant la France. Par exemple, on entend souvent à l'Assemblée nationale cette faute et cette erreur économique est due à la droite. Il n'est pas dû à la droite, il est dû à la crise qui a frappé le monde entier depuis 2008. Et la gauche essaie de toujours y mettre des pantins là-dessus. Donc, il n'y a pas une crise purement de droite. Je ne défends ni la droite ni la gauche. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. La crise était là depuis 2008 et était connue de tout le monde. Il y avait une autre chose que j'avais parlé aussi sur le YouTube, c'était cette façon de l'émission, c'est-à-dire de la gérance, que le pouvoir exécutif voit ce qui se passe dans le pouvoir judiciaire. Il me semble c'est une attitude qui est très difficile à saisir. Pourquoi? Quand je parlais c'est-à-dire l'article 64 de la Constitution française, donne droit au président de la République de faire ci ou de faire cela, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire comme conseil. Et je crois qu'il peut y aller plus loin, c'est-à-dire de provoquer un stimulus. Mais ce pouvoir du stimulus, ce n'est pas un pouvoir d'intervention ou de quoi que ce soit. J'aimerais dire que, par exemple, je pense l'accès à la nationalité française pour tous les anciens combattants de l'armée française, c'est-à-dire les gens qui étaient des anciennes colonies de la France, du Maroc, l'Algérie, le Mali, tout ça. Bon, ce sont des gens qui ont fait les guerres de la France. Ils étaient d'accord colonisés, mais ces officiers, ils auraient dû, il y en a d'autres qui avaient refusé de faire les guerres de France. Bien sûr, il y avait des systèmes de brigades, il y avait un système de l'ensemble, mais je parle pour les gens
qui avaient fait la guerre. Par exemple, ils avaient assisté l'arme à la main à la chute du Dien Bien Phu. Alors, il faut savoir ce que c'est que cette chute. Quand vous êtes aux abois, avec votre arme, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis dans un monde où, d'après les témoignages, où votre mitraillette, vous videz votre mitraillette sur les Vietnamiens, sur les Indo-Chinois, et puis il y a toujours un peuple qui arrive. Savoir ce que c'est que cet état d'esprit. Et ces gens qui défendaient, même les gens qui étaient à l'époque au Vietnam, comme Ho Chi Minh et comme d'autres, qui étaient des gens qui se battaient contre la France, quand ils attrapaient les soldats, par exemple marocains ou algériens, ils disaient pourquoi vous venez nous battre, pourquoi vous venez faire la guerre à nous. C'est une question qui a été posée depuis, et depuis il n'y a eu jamais de réponse. Alors, ces gens-là, ils avaient fait une guerre. Ils méritaient la nationalité française parce qu'ils n'étaient pas là comme esclaves. Ils étaient là comme des officiers, comme des soldats, des sous-officiers, comme des hommes de troupe. D'accord? Donc il faut que la France rende à César ce qui est à César, rende cette justice. Moi je me demande pourquoi en 1995, Chirac a demandé le pardon aux enfants de Valdiv. Hein? Bon, il faut demander le pardon d'abord à ces gens qui ont... Je ne dis pas que les gens... Il y a des degrés dans les victimes. Les victimes, ils sont des victimes. D'accord? Bon. Mais de faire la séparation des victimes, que l'État français fait la séparation des victimes, là, il me semble qu'il y a quelque chose d'important et très grave à le faire. Vous voulez bien demander le pardon, il faut demander aussi le pardon à ces anciens combattants. Il faut rendre à César, c'est-à-dire il faut, par exemple, j'ai vu l'autre jour à l'Assemblée nationale que la ministre, Mme Petit, je crois, le ministre de la Culture, qui parlait que les œuvres d'art qui étaient les œuvres d'art des Juifs, les descendants des Juifs, c'est-à-dire à qui appartenaient ces œuvres, peuvent, preuve à l'appui, obtenir leur gain de cause. Eh bien, la même chose pour les officiers militaires et pour les militaires d'une façon générale qui ont fait les guerres de France, c'est-à-dire qui ont fait par exemple l'Indochine, hein, de présenter les preuves comme quoi ils ont bien fait, eh bien, ils obtiendraient tout de suite leur nationalité française. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas une immixtion dans les affaires judiciaires. Mais le judiciaire ne travaille que si la loi est écrite. S'il n'y a pas de loi écrite, il faut bien écrire cette loi pour que le judiciaire puisse s'appuyer sur ces textes. D'accord? Et ces lois, donc c'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire c'est le Parlement. Et le Parlement, pour qu'il puisse faire avancer quoi que ce soit, il faut bien qu'il y ait un politique qui est aux affaires, par exemple la gauche qui est au pouvoir maintenant, puisse donner cet accès et puisse donner un débat, par exemple, au Parlement, hein, ou au Congrès, s'il le faut. Et j'en suis persuadé que tous les politiques, y compris le Front National de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, sont pour rendre à César ce qui est à César. D'accord, chacun chez soi, mais ça, il faut leur donner accès à la nationalité française. Ils ont fait ça, ils doivent obtenir leur accès. Ça. Et ça, ce n'est pas une émission, ça, c'est un droit. Un droit. Mais il faut qu'il y ait un stimulus, c'est-à-dire que ce pouvoir qui tient l'exécutif, à la tête de l'exécutif, qui dit, bon, maintenant, on aimerait bien parler de ce problème, on aimerait bien discuter de cette chose, parce que c'est lui qui gère le bateau France. L'État français, c'est Hollande, c'est François Hollande à l'état actuel des choses. Donc s'ils peuvent faire ça, c'est une chose qui est importante. On ne demande pas de quoi que ce soit. Ah, à sa disposition, une espèce de circulaire. Oui, ça, ils peuvent le faire. Donc, si vous voulez, l'émission dans les affaires, la gérance dans les affaires judiciaires du pouvoir exécutif, il ne devrait pas y aller, par exemple, ce qui a été fait avec Chirac dans les affaires de la mairie. Hein, on rémunérait la femme de l'adjoint du maire je ne sais pas,
15 000 ou 20 000 francs de l'époque. D'accord. Et puis les affaires tout internes de Chirac. Et comme Nicolas Sarkozy est de sa mouvance, eh bien il a caché tout ce qui est dessus, et tout ce qui est dessous. Pour que le dessus était apparent. D'accord. Donc, ça, il y a une émission. Ça, oui, ils intervenaient dans les affaires judiciaires de l'État l'État français. Mais donner un CEMUS, ça, ce n'est pas une émission. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on demande. C'est quelque chose qui devrait être fait par un appel des citoyens, par des politiques de bonne foi. Dire, bon, voilà, on aimerait bien avoir cette discussion. Et si le politique qui est en charge maintenant, François Hollande, veut accès à ça, eh bien, il peut le faire. Ceci dit, l'une n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, demain, quand il sera à l'Assemblée nationale, au Parlement, ici au Maroc, à Rabat, j'aimerais bien qu'il parle de ces deux points. Que le pouvoir en place au Maroc doit penser à un autre système politique autre que celui qui est en train de se vivre aujourd'hui. À l'espagnol, à la britannique, d'accord. S'il ne veut pas, n'ose pas dire la première république marocaine. Et deuxièmement, il faut qu'il parle les deux mots printemps arabe, parce que ça fait penser et ça fait vibrer les gens qui sont encore dans ce pouvoir et qui veulent, qui n'arrêtent pas d'emmerder les gens. Voilà, tout simplement. Et il me semble que je suis dans la bonne heure. Hein. L'heure est 32 minutes et c'est bon. On a fait un peu de la géopolitique. J'ai essayé de faire un petit peu à la limite du possible parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Sinon, ça demande beaucoup d'autres choses. Mais il faut que vous sachiez que le système de brigade m'emmerde. Voilà, chaque fois qu'il n'arrête pas de nous blesser. On fait. Déjà, c'est un système qui est très... Il faut une guerre civile. Et ce n'est pas moi seul, il y a 30 millions d'habitants qui sont dans cet état d'esprit. D'où un appel au président de la République française, François Hollande. Merci, il est 7h51 minutes.